Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. On va vous parler des élections communales, évidemment, mais aussi de la votation cantonale du 20 mars prochain. On y pense déjà. Nous reviendrons sur l'élection de la personnalité de la Côte, puisque le lauréat, Laurent Perroton, sera avec nous. Et puis nous terminerons avec un sujet gourmand à vous en relever certainement la nuit. Place aux élections communales tout d'abord. On va vous parler de Founet dans cette émission. À Founet, où deux listes s'opposent. L'entente centre-droit à Founet d'un côté, et puis l'alliance de Founet de l'autre. Philippe Schirato, municipal sortant, est candidat donc à la municipalité de l'alliance de Founet avec nous. Bienvenue. Et puis Laurent Kilcher, le président de l'entente centre-droit Founet, est également avec nous. Bienvenue à vous. Première question, pourquoi deux listes distinctes dans la commune, M. Schirato? Eh bien, notre liste, l'Alliance de Founet, elle a été créée à la suite de l'annonce d'une première liste. Et on n'avait pas le même concept de l'approche de faire une liste et de la manière de diriger la commune. Alors, l'entente centre-droit à Founet a donc lancé cette première liste. Oui, c'est exact. Donc les réflexions sont venues il y a un peu plus d'une année maintenant, dans l'idée de créer un groupe politique. On voulait de toute façon qu'il y ait plus qu'une liste, étant donné que l'idéal est de présenter quand même plus de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Donc c'est positif qu'il y ait deux listes. Maintenant, nous, on a voulu donner une connotation politique ou une orientation politique en disant centre-droite, parce qu'on pense que c'est un critère en plus pour les électeurs de savoir pour qui ils vont voter. Alors, on retrouve 4 municipaux sortants sur votre liste. Monsieur Schirato, vous êtes le seul finalement sur l'autre liste de l'Alliance de Founet. Pourquoi ne pas avoir rejoint vos collègues de la municipalité sur cette même liste? On en a discuté plusieurs fois avec les meneurs de la première liste, mais je n'aimais pas cette approche politique. Je pense que Founet reste un village, il faut rester près des gens. La population de Founet, d'après ce que je peux constater, n'est pas pour une politisation de la politique à Founet. Donc nous avons créé cette liste non partisane de l'Alliance de Founet. Est-ce que vous ne craignez pas que cela puisse vous porter préjudice finalement ou bien Non, parce que... Votre statut de municipal sortant devrait faire la différence? Je ne sais pas si mon statut fera la différence, mais je crois que l'approche est assez différente. Si vous voulez, dans les principes où on peut gérer une entreprise, il y a 2 principes fondamentaux, c'est le top-bottom ou le bottom-up. Et la première liste qui a été constituée était plutôt du style top-bottom, c'est-à-dire que les ordres arrivent d'en haut et nous entendons rester proches de la population. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des divergences profondes, finalement, du coup, un peu entre ces deux listes? Alors, des divergences dans l'organisation, je pense. Je ne rejoindrai pas le point de dire on est top-bottom, mais je pense qu'on a aussi c'est un groupe participatif. L'idée est que tout le monde ait son mot à dire. On est un groupe politique en quelque sorte, mais on ne va pas avoir des consignes de vote, par exemple, en disant on attend nos candidats qu'ils votent sur tel sujet de cette manière. Mais après, je pense que c'est important aussi on a des sujets importants qui sont traités au niveau de la commune, et c'est important de structurer un petit peu ce débat. Et je pense que le fait de faire des séances de préparation au conseil, au sein du groupe, ça amène plus d'idées aussi, des gens qui ouvrent l'enveloppe le soir du conseil et qui découvrent les sujets en même temps qu'ils doivent voter. Voilà, c'est un peu le passé, à mon avis. Je pense que c'est bien qu'on s'implique un peu plus de cette manière. Est-ce que ça a créé peut-être une sorte de scission au sein du collège municipal? Est-ce que vous avez le sentiment que ça pourrait, si vous arrivez à continuer au sein du collège municipal, à vous prétériter là aussi et à vous sentir peut-être un peu mis de côté du coup? Alors c'est déjà le cas depuis pas mal d'années, mais une municipalité reste une municipalité. Elle doit travailler main dans la main et il y a une règle de base qu'on doit respecter dans une municipalité, c'est la collégialité. La municipalité qui se représente incorpore. Quel est le retour que vous avez au sein de la population finalement avec ces deux listes différentes, séparées à Founet? C'est une première aussi, il faut quand même le préciser justement. Il y a le passage à la proportionnelle qui a engendré cela. Donc, il y a des gens bien sûr qui vont regretter le fait qu'on passe à ce système-là parce qu'ils
ils ont l'impression que ça politise justement les débats et que ça va... Enfin, moi, c'est pas mon intention non plus qu'on devienne deux groupes et qu'on se batte au conseil comme des chiffonniers sur des sujets qui n'ont aucune importance. Maintenant, on n'avait pas le choix. On expliquait aussi aux gens que si on ne faisait pas deux listes, on présentait 50 personnes. Il y a 50 postes à pourvoir, on présentait 50 personnes, donc on avait fait le choix pour eux. Donc, on n'a pas le choix, on doit faire des groupes. Et voilà, on a été obligé de le faire, donc on l'a fait. Monsieur Schirato, donc voilà, vous partez seul au front, avec d'autres colistiers. Mais quand même, vous êtes un peu la locomotive de cette liste, avec le bon espoir pour vous de passer la rampe. Oui. Alors, nous n'avons pas une liste à 50, parce que c'était un choix au départ. Nous avons pris les gens au fur et à mesure qui démontraient un intérêt pour notre liste. Et de toute façon, ça ne sert à rien d'en avoir 50, parce qu'on ne sera jamais élu les 50 avec deux listes. Voilà. On est peut-être un peu plus réaliste. Voilà. Eh bien, merci, messieurs. Rendez-vous le 28 février, comme partout ailleurs, pour le résultat de ces élections communales. Alors, des listes qui s'opposent, des conflits parfois aussi. Ces élections communales suscitent passion et des raisons. Et pour régler ces conflits, il faut parfois faire appel à une conciliation. Et c'est le préfet du district de Nyon qui doit trancher. Florian Cavalieri, vous vous êtes rendu auprès de Jean-Pierre Deria. Jean-Pierre Deria, bonjour. Bonjour. Vous êtes le préfet du district de Nyon, le copréfet du district de Nyon. Le district, c'est l'une des 10 entités administratives du canton de Vaud. Vous représentez le Conseil d'État. Quel est votre rôle en période d'élection ? Voilà, alors tout d'abord préciser que nous sommes deux préfets dans le district de Nyon. J'ai ma collègue Chantal Turin qui officie avec moi. Alors quel est notre rôle dans le cadre des élections ? C'est vrai que depuis quelques jours on transpire. C'est qu'on relève dans certaines communes quelques malaises au niveau de l'élaboration des listes, du dépôt des listes. Et on a dû à 2 ou 3 reprises intervenir pour mettre un peu d'ordre et surtout retrouver le calme dans la commune. Alors justement, déconciliation, quels sont les problèmes qui mènent les communes en conciliation dans votre bureau ? Voilà, donc on a pris l'initiative. C'est clair, tout ce qui est arrivé avant le dépôt des listes. C'est que les citoyens doivent s'entendre entre eux, surtout qu'il n'y a pas de parti politique dans ces petites communes. Il y a des mouvements comme ça. Et souvent on parle de listes d'entente communale ou d'entente municipale. Mais on sent une petite mode depuis cette législature à ce qu'il y ait d'autres listes qui se créent. Et là, on a trouvé quelques difficultés dans certaines communes où des candidats ont changé de liste en une matinée sans qu'ils le sachent. Donc on a dû, en tout cas devant 2 communes, on a dû convoquer ces gens-là pour trouver un peu d'ordre et de dire, allez vous expliquer devant votre population de qu'est-ce qui se passe dans votre commune. Et je crois qu'on a réussi. Je crois que dans les 2 communes en question, la campagne se fait, mais je crois qu'ils ont compris que la liste devait être déposée de manière tout à fait correcte. Alors il faut avoir beaucoup d'entre-gens, mener des négociations, parce que finalement, d'un point de vue légal, vous n'avez pas beaucoup de moyens coercitifs. Voilà. Donc moi je l'ai dit, là ça concerne la préparation des listes où il y a l'autonomie communale totale. Nous on pourrait intervenir, c'est dans le déroulement des élections. Là s'il y a un souci, le préfet sera appelé à intervenir. Mais avant, ce qui se passe, avant le dépôt officiel du 11 de janvier, on n'avait pas à intervenir. Mais nous on a dans notre cahier des charges, dans la loi sur les préfets et préfectures, on a un rôle de conciliateur et d'offrir les bons offices. Et bien entendu qu'avec l'expérience qu'on a, surtout à mon niveau, je suis le premier à aider les communes à trouver une solution et puis qu'il y ait un peu la concorde dans ces communes, en effet. Alors ces bisbilles à l'intérieur des communes, est-ce que c'est une tendance à la hausse ? Est-ce que vous avez déjà connu ça au cours de votre carrière ? Moi, je suis à ma 3e législature en tant que préfet. Non, vraiment cette année, c'est vraiment la bizarrerie, c'est qu'il y a des listes d'opposition, entre guillemets. Ça, c'est un peu nouveau dans notre district. Je parle bien des communes qui n'ont pas le système proportionnel, le système majoritaire, où il n'y a pas de parti politique. En général, c'était des listes d'entente. Voilà. Et c'était rare qu'il y avait une 2e liste ou une 3e liste. Là, on sent maintenant même des municipaux en place où les propres collègues ont dit non, écoute, toi, fais ta liste parce qu'on n'a pas la même manière de travailler. Et maintenant, on arrête de continuer comme ça. Donc, faites ta propre liste, ce qui est nouveau pour nous, oui. Et c'est dû au passage, justement, à la proportionnelle pour beaucoup de communes ou au fait qu'il y ait beaucoup d'habitants qui viennent finalement d'ailleurs, qui se mettent dans une commune. Comment vous analysez ça ?
Alors, au niveau de la proportionnelle, on oblige un peu à faire de la politique parce qu'il ne peut pas y avoir qu'une liste. Proportionnelle parle de proportion. Donc, il y aura 2, voire 3 listes. Et puis, bien entendu, que les municipaux vont être issus de listes concurrentes, entre guillemets. Pour ça qu'il y a plusieurs listes. Par contre, est-ce que c'est l'arrivée de nouveaux habitants? Je ne crois pas. Non, c'est peut-être le citoyen qui veut s'impliquer, qui devient critique vis-à-vis de la municipalité et puis qui se dit, ben, c'est pas au conseil communal que je vais y arriver, mais plutôt en étant au sein de la municipalité. Bien entendu, des fois, c'est un peu des châteaux, ces municipalités qu'on veut garder. Et bien entendu, ben, si on ne veut pas être sur une liste, bien, on va sur une autre et puis on essaye de passer devant le citoyen, oui. J'imagine que vous attendez impatiemment le 28 février les élections. Quel sera votre rôle ce jour-là? Alors, on a mis tout un système en place au niveau de la préfecture. Notre préfecture sera disponible dès 9h le matin jusqu'à tard dans la nuit. On a un système de pompiers. Si jamais il y a un problème de dépouillement ou autre, on sera présent. Donc, je pense que tout doit bien se passer. Sachez que c'est lié aussi à 4 votations fédérales. Et on a demandé au bureau de se renforcer. Alors ça, c'est notre rôle que les élections et votations fonctionnent à merveille. J'espère que le canton de Vaud sera dans les temps pour répondre à la Confédération à ces questions qui sont posées. Mais je crois que nous, on est prêts en tout cas, et les communes ont pris la mesure de leurs responsabilités. Et après le 28 février? Alors, après le 28 février, le délai est court. Si tout se passe bien, ben, tout le monde est élu au premier tour, tout va bien, ce qui ne sera certainement pas le cas partout. Et le dépôt des listes du deuxième tour est le 1er mars à midi, donc le mardi à midi. Donc, peu de temps pour se retourner. Pour ça qu'on a demandé aux communes d'amener leurs résultats. Est-ce que l'une des premières en préfecture, d'amener directement les résultats en préfecture le dimanche après-midi ou le dimanche soir pour qu'on puisse donner les ordres pour le deuxième tour des élections. Eh bien, Jean-Pierre Deria, co-préfet du district de Nyons, merci beaucoup de nous avoir donné ces explications. Et puis, rendez-vous le 28 février. Exactement, merci. Voilà, puis j'espère que tout se passe bien dans les communes. Puis bonne chance à tous ceux qui vont être élus, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on est en pleine campagne pour les élections communales et puis pour les votations fédérales du 28 février. Mais un autre scrutin se profile déjà. Le 20 mars, il y aura le deuxième tour pour les municipales, là où ce sera encore nécessaire. Et puis une votation cantonale sur la 3e réforme vaudoise de l'imposition des entreprises. Nom de code RIE3. Une alliance exceptionnelle de circonstances est constituée puisque le PS, les Verts libéraux, le PDC, le PLR et l'UDC soutiennent cet objet. Olivier Fantino, vous êtes chef de projet à la CVCI, la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie. En 2 mots, cette votation, ce RIE3, c'est quoi? Alors la RIE3, tout d'abord, c'est une réforme du taux d'imposition des entreprises. Donc ça consiste à uniformiser le taux d'imposition pour toutes les entreprises basées dans le canton à 13,8%. Donc c'est un taux médian. Actuellement, les entreprises internationales payent moins que les PME locales. Et donc ce taux-là, il permettra donc de conserver les entreprises internationales qui fournissent environ 25 000 emplois dans le canton de Vaud. Alors avec un tel soutien du monde politique, ça ne devrait être qu'une formalité finalement. Alors c'est jamais gagné d'avance une campagne, vous savez. Donc nous engageons, disons, sur le terrain de façon large. Tous les partis soutiennent, à l'exception de l'extrême gauche, le PLR, l'UDC, le PDC, les Verts libéraux, le Parti socialiste et les Verts. Donc c'est un grand compromis. Il y a aussi dans ce paquet différentes mesures sociales qui justifient cet engagement commun, et notamment une hausse des allocations familiales, le doublement des contributions des employeurs pour les crèches, pour l'accueil des enfants. Et puis on verra ce que les Vaudois votent, mais si on espère qu'ils prennent conscience de l'importance. Si on prend simplement l'augmentation des allocations familiales, ça c'est quand même un sacré argument qui pèse en faveur de cela, et les gens seront sensibles, j'imagine, à cet argument-là. Alors, on l'espère, oui, effectivement, c'est un grand paquet qui contient différentes mesures, comme je l'ai dit. Les allocations familiales, donc, elles vont augmenter progressivement dès septembre de cette année. On aura une petite augmentation, puis une suivante jusqu'à 2022 pour arriver à 300 francs par enfant et 400 francs par jeune en formation. Donc, avec ces allocations-là, le canton de Vaud sera parmi les cantons qui payent le mieux les allocations familiales, parmi les allocations les plus élevées en Suisse. Et donc, c'est un soutien dont les familles ont besoin aujourd'hui. Alors, selon une étude d'un grand établissement bancaire suisse, la région de Nyons serait gagnante. Comment et pourquoi? Alors, ce n'est pas moi qui ai fait cette étude, mais la région de Nyons sera gagnante, premièrement parce qu'elle a un tissu économique relativement varié. Il y a des entreprises internationales qui sont établies aussi dans cette région-là, comme dans tout le canton.
Et donc, la région de Nyon, elle gagnera, disons, en attractivité, parce qu'avec le nouveau taux, on pourra attirer de nouvelles entreprises aussi, conserver celles qui sont déjà là, ça c'est super important, et puis donc maintenir les emplois qui sont dans ces différentes entreprises. Je rappelle quand même que ces emplois dans les entreprises internationales sont souvent des revenus élevés, qui contribuent donc de façon conséquente aux finances du canton et des communes. C'est aussi des gens qui consomment, comme tout le monde, donc qui font fonctionner l'économie locale également. Donc c'est vraiment, je pense que pour la région de Nyon, effectivement, cette réforme, elle a une importance de premier ordre. Alors la campagne, elle sera très courte. Au vu du calendrier, vous aurez moins de 3 semaines pour vraiment faire passer le message auprès de la population. Voilà, effectivement, donc on s'est trouvé dans cette situation avec une votation au 20 mars, votation cantonale, en même temps que le deuxième tour des élections municipales. Et il est vrai que nous avons commencé déjà la campagne au début du mois de février, mais avec toutes les campagnes communales et les campagnes fédérales, c'est un peu noyé là au milieu. C'est très chargé, voilà. donc on aura 3 semaines en principe où on sera, disons, plus visible et on aura l'occasion, j'espère, de bien expliquer aux Vaudois en quoi consiste cette réforme. Voilà. Mais c'est vrai qu'en principe, c'est assez court pour une campagne. Moi, je tiens juste à dire une chose quand même, c'est qu'il y a une petite subtilité au niveau des bulletins de vote. Il y aura des couleurs. Hein. Voilà, il y a une question de couleur. Et là, j'attire l'attention des téléspectateurs, c'est vraiment ne mélangez pas les différents bulletins de vote. Votez séparément. La RIE3, c'est un bulletin vert. Ne mélangez pas ce bulletin vert avec des cartes de vote ou des bulletins d'autres couleurs. Il faut vraiment voter séparément pour chaque votation. Ouais, ça, c'est du matériel de vote qui arrivera début mars. En même temps, j'imagine que tout ce qui concernera le deuxième tour des élections communales. Il y a une vidéo sur le site de la CVCI, si jamais, qui résume assez bien l'enjeu de la votation. Oui, tout à fait. Alors, on a fait une vidéo, disons, qui vous explique en 2 minutes en quoi consiste cette réforme et puis quels sont les avantages, autant pour les entreprises et pour la population, qui sont contenus dans ce grand paquet. Petite correction, c'est sur les bulletins de vote, ils arrivent la semaine prochaine. Ah déjà. Donc si vous êtes en vacances, pas de problème, mais pour ceux qui ne sont pas en vacances la semaine prochaine, ne les renvoyez pas avant le 28 et votez par la suite. Bien, merci beaucoup Olivier Fantino. Rendez-vous donc sur le site de la CVCI et puis on aura l'occasion évidemment de reparler encore de cette votation cantonale d'ici au 20 mars. L'école de formation professionnelle de massothérapie basée à Glon a obtenu dernièrement l'accréditation officielle de l'ODA-MM, c'est l'organisation fêtière du monde des masseurs médicaux. Avec nous pour en parler, Laurence Daglia-Baudet. Bienvenue, vous êtes la directrice, fondatrice de cette école. Concrètement, cette accréditation, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Alors, cela signifie qu'en Romandie, on a enfin une formation reconnue pour l'obtention du brevet fédéral de masseur médical. Cette formation n'existait pas ou existait qu'en Suisse alémanique. Et c'est la première profession reconnue dans les thérapies complémentaires qui, en Suisse romande, mène au brevet fédéral. Donc c'est une première en Suisse romande, ça veut dire que c'est un potentiel de développement qui est énorme pour votre école. C'est un potentiel important pour les masseurs déjà existants qui font du massage, du drainage, de la réflexo et qui veulent un titre fédéral et qui veulent aussi que leurs prestations soient reconnues par les caisses maladies. C'est aussi pour les jeunes qui ont un CFC ou une MATU, qui veulent s'engager dans d'autres choses que de la physiothérapie ou de la naturopathie. Est-ce qu'il faut forcément venir du milieu, du monde médical, justement, pour avoir accès à votre école ? Pas du tout. La seule demande est un CFC ou une maturité fédérale, mais on peut venir de n'importe quelle autre formation. Nous, on forme du début de la formation, de l'anatomie de base jusqu'à la fin, avec des cours beaucoup plus spécifiques. Et puis, c'est, j'imagine, ouvert aussi à tout le monde en termes d'âge, par exemple. Il ne faut pas forcément avoir juste entre 20 et 25 ans. Non, l'âge est aussi tout à fait ouvert. On donne des formations modulaires, donc ça peut être que du massage classique et de l'anatomie par rapport à des reconnaissances ASCA, RME que tout le monde maintenant demande et est reconnue sur un plan privé. Bien, merci beaucoup Laurence Daglia-Baudet d'être venue sur ce plateau et j'imagine que votre école est appelée effectivement à se développer et à grandir encore au cours de ces prochaines années. École basée à Glon, on le rappelle.
Une chanson pour l'éducation, ça c'est un vaste projet artistique qui réunit 800 élèves en Suisse et au Burkina Faso. Une classe de 8e primaire du collège des Tuilières à Gland, il représente la région. Et Florian Cavalieri a assisté aux répétitions et au tournage du clip. Quand des écoliers, des enseignants et des artistes se mobilisent pour défendre le droit à l'éducation à travers le monde, cela donne une chanson pour l'éducation. On veut pas des mines sous les champs, des petits à la mine de charbon. Il y a plusieurs parrains qui se promènent à travers tous les cantons en Suisse et qui montent des projets de musique avec des élèves. Donc ils font des ateliers d'écriture, ensuite ils composent une musique autour de la chanson qu'ils ont écrite ensemble. Et ensuite ça donne un clip qui finalement va finir en spectacle sur scène. Emmené par la compagnie Zapar et l'association Enfants du Monde, ce projet qui existe depuis 4 ans a pour but de sensibiliser les élèves suisses romands à la réalité des enfants privés d'école. On les estime à environ 57 millions à travers le monde. Savoir qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas d'affaires d'école, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas à manger, tout ça, c'est très triste. J'en ai les larmes aux yeux et qu'on va pouvoir les aider, ça me réjouit, mais beaucoup. 6, 7, 8. Et quoi de mieux que la musique et le chant pour aborder cette problématique? Sous la férule d'artistes, auteurs et compositeurs, ce projet lie essentiellement la Romandie au Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest en voie de développement, peuplé par plus de 18 millions d'habitants. Le dénominateur commun, c'est qu'il y a des artistes suisses qui travaillent avec des élèves et en parallèle, il y a des artistes burkinabés à Ouagadougou qui travaillent aussi avec des élèves. Et tous ces projets aboutissent à des chansons qui finissent en spectacle collectif sur scène entre justement l'Afrique et la Suisse. En tout, 800 élèves de Suisse romande et du Burkina Faso et 12 parrains artistes suisses et burkinabés s'engagent pour une éducation de qualité pour tous en rédigeant et en enregistrant des chansons. L'idée, c'était de transporter des élèves à travers un peu une expérience qui soit à la fois scolaire, créative, avec des liens aussi avec l'éducation, des liens avec le plan pédagogique aussi. Et l'idée, voilà, je me suis dit, ça c'est le genre de projet qui me plaît. J'ai une classe qui est super. Et on a confirmé et puis l'aventure a commencé. En 2014, une classe du centre-ville de Nyon avait collaboré avec le chanteur vaudois K. Cette année, c'est une classe de l'école primaire de Gland qui a été parrainée par Fraissinet, chanteur au gant et à la voix de velours. Moi, ce que j'avais proposé aux élèves, c'était de réfléchir à quoi ressemblerait le monde s'il n'y avait plus d'éducation. Donc, qu'est-ce que créerait ce manque en fait pour eux? Et l'idée du film, c'était de créer un peu la même histoire, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par une scène qui est vide, avec un piano tout seul et un décor un peu triste. Et puis là, il y a plein d'élèves qui reconstruisent une salle de classe et qui, du coup, créent une sorte de nouvelle vie sur scène. Au Théâtre de Grandchamp, c'était donc tournage de clips vidéo. La production avait recréé sur scène une classe d'école et sous la coupe du réalisateur-chanteur, on répète ses chorégraphies pendant que le caméraman met le tout en boîte. D'abord, il y a un chœur triste, il y a moi et d'autres. On chante tout, mais en air triste. Et après, il y a le clip qui vient et ça donne envie, c'est la joie. Au final, ce projet, c'est un album qui sortira le 27 avril prochain et qui regroupe toutes ses créations. Ici, l'expression « les petits ruisseaux forment les grandes rivières » prend tout son sens, du moins d'un point de vue pédagogique. Pour moi, en tout cas, ça me nourrit à l'intérieur. Mon métier a du sens. C'est pas juste enseigner à des élèves, mais s'enseigner peut-être plus que ça, des valeurs aussi. Et puis voilà, sensibiliser à ce qui se passe dans le monde, et peut-être c'est quelque chose qui leur restera plus que la géométrie ou le reste, je sais pas. Mais avant cela, une chanson pour l'éducation part en tournée, accompagnée de leurs parrains Alios, Fraissinet et Zédrus. Les élèves des classes vaudoises et genevois se produiront sur scène pour 2 concerts exceptionnels. Ce sera le 11 mars prochain au Théâtre de Grandchamp. Et on a le plaisir d'accueillir sur notre plateau la personnalité de la Côte, brillamment élue la semaine dernière. Bienvenue, Laurent Perroton, l'entraîneur de Forward Morges, et puis Florian Sagasser, journaliste au quotidien de la Côte, est également avec nous pour en parler. Laurent Perroton, qu'est-ce que ça fait d'être désigné personnalité de la Côte? Ça fait plaisir pour le club, surtout, parce que c'est un ensemble, c'est un collectif, on fait un sport collectif, donc c'est l'ensemble du club qui est valorisé. Et puis, à titre individuel, c'est pas mal d'émotions en ce moment, donc
c'est vrai, c'était assez impressionnant. Laurent Perroton, il ramène ça beaucoup au club, mais quand même, je pense, Florian Segesser, que c'est sa personnalité. Quand on dit Forward Morges, on pense forcément à Laurent Perroton. Oui, depuis son arrivée, il a contribué au bon développement du club, aux très bons résultats de l'équipe. Et puis, c'est aussi pour cela qu'on l'a nominé. C'est parce que Laurent incarne des valeurs qu'il transmet à ses joueurs, que ce soit aux juniors, à ceux de la première équipe, et qu'aujourd'hui, ça paye. Et on voit aussi sa grande qualité de cœur, parce qu'il ne veut pas se mettre en avant, il ramène tout ça à l'équipe. Le slogan du Forward Morges, c'est « We are a family », donc il incarne aussi ça très bien. Vous avez reçu un large soutien du monde du hockey, du monde sportif en règle générale. J'imagine que ça a dû vous toucher également. Vous avez apprécié ce soutien. Oui, j'ai apprécié, puis j'étais quand même étonné du monde, mais c'est vrai que les médias ont pas mal relayé l'information. Puis évidemment, en France aussi, on est un petit pays de hockey, mais on est un grand pays. Puis il y a pas mal les réseaux sociaux ont fait leur effet, donc ça a fait pas mal de votes. Puis c'était vraiment une belle surprise. Bon, ça, on a vu qu'effectivement, vous avez bien fait fonctionner votre réseau et les réseaux sociaux. C'était peut-être une des clés aussi finalement, avec le vote populaire qu'il y avait. Voilà, comme c'est les lecteurs qui votent, après, chaque candidat est libre de pousser un peu plus sa communication ou non. Et voilà, le club, dans son ensemble, a bien joué le jeu et on les en remercie. Bon, c'est un sacré début d'année pour vous, Laurent Perroton. Vous prolongez à Morges. Il y a cette élection, personnalité de la côte. Puis il y a Valentina qui est arrivée en début de semaine. Votre fille, vous êtes papa depuis 3 jours maintenant. Ouais. Ça fait beaucoup, évidemment. Beaucoup d'émotions à la fois, vous l'avez dit. Mais j'imagine que vous êtes sur votre petit nuage, là. Ouais. C'est difficile de trouver le sommeil. Et puis il y a tout mélangé. Il y a cette élection, la naissance, les playoffs, avec beaucoup d'émotions dans ce quart de finale contre Sierre. Donc, en fin de saison, on verra comment ça va se passer. Mais pour l'instant, je vis ça à 100%. Alors, les playoffs, parlons-en. Un partout dans cette série contre Sierre, quart de finale de Première Ligue. Ça ne s'est pas très bien passé là, lors du match à Sierre, là où vous avez été largement battu 6-2. C'est pas forcément un match qui a dû vous laisser là un bon souvenir. Non, on a énormément de blessés. On a donc des jeunes joueurs qui ont découvert une patinoire pleine avec des gens un peu hostiles. Donc beaucoup d'appréhension au départ. J'ai senti l'équipe très nerveuse au départ. 2 goals en 1 minute 19. Et puis du coup, a fallu courir après le score, une équipe expérimentée. Donc je crois qu'on a jusqu'à dimanche pour apprendre très très vite. Et puis changer un petit peu notre mentalité. Il faut qu'ils payent le prix de venir gagner à Morges. Et donc là, c'est le discours qu'on va passer avec le staff ces prochains jours. Florian, on imagine que Morges a les moyens quand même de passer l'épaule là. Et vous les voyez aller jusqu'où dans ces playoffs de Première Ligue? Déjà, j'espère pour eux qu'ils gagnent dimanche parce qu'à mon avis, ce match sera clé. Et puis après, on verra. C'est vrai qu'ils ont une saison très compliquée parce que les résultats sont là, malgré le fait que pratiquement à chaque match, il y a des malades, des blessés en plus. Enfin, l'addition commence à être lourde, mais ils font une saison remarquable, je trouve, vu les circonstances et les jeunes joueurs qu'ils alignent, parce qu'ils ont changé aussi de politique cet été. Et moi, je pense que si Morges gagne dimanche, ils ont moyen de réussir une très belle saison. Alors, les comptes rendus, c'est dans le quotidien de la Côte. Après chaque match, vous retrouvez des comptes rendus. Rendez-vous dimanche, 17h30 à la patinoire des Eaux Minérales à Morges pour ce 3e match. Ça va le faire ? En tout cas, on va comme d'habitude, jouer avec notre grand cœur. On va aligner des novices et des juniors parce qu'on n'est vraiment pas très nombreux. Mais c'est comme ça, c'est la politique du club. Et puis, on a tous les spectateurs vont être habillés en rouge. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de Sierre qui vont venir. Donc, on espère avoir la patinoire pleine et que ça soit un bel événement qu'on a pu vivre le 30 septembre contre Lausanne. Donc, on va tout donner en tout cas pour aller chercher ce 2e point. Merci beaucoup, Laurent Perroton. Merci. Bonne chance pour la suite de ces playoffs. Merci, Florian. On vous retrouve donc régulièrement dans les colonnes de la Côte pour justement toute l'actualité sportive de la région.
Pour conclure ce journal, on va se régaler en se rendant dans une chocolaterie. Alors, ce n'est pas le chocolat qui a été offert la semaine dernière à Laurent Perroton, il a déjà tout mangé. Mais c'est Guillaume Bichet qui nous a reçus. Il a participé au Mondial des Arts Sucrés, c'était à Paris au début du mois. Et Florian Cavalleri, vous vous êtes glissé dans le laboratoire de production qui se trouve à Coppet. Je suis donc en compagnie du binôme qui a représenté la Suisse au Mondial des Arts Sucrés, Guillaume Bichet, Sarah Victoria. Bonjour. 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 Alors, une 6e place, c'est beau, non? Oui, on est très, très contents. Un peu déçus, mais très contents quand même. Vous visiez le titre de champion du monde de la spécialité, vous arrivez 6e, mais néanmoins avec les félicitations finalement de la corporation, des professionnels. Expliquez-moi comment ça se passe, le Mondial des Arts Sucrés. Alors en fait c'est un concours avec 16 équipes, donc 16 pays. Donc en fait chaque pays vient avec 2 jurés. Donc 2 juges en fait, c'est souvent leur coach ou des amis à eux, ou voilà. Et en fait ça se déroule sur 4 jours, donc il y a 8 équipes qui concourent pendant 2 jours, puis ensuite il y a 8 autres équipes pendant les 2 jours. Ensuite je pense que c'est un peu pyramidal, par élimination directe, ou comment ça se passe? Il faut faire un certain nombre de points? Exactement, donc en fait tout est noté. Donc que ça passe par l'hygiène, par le travail en lui-même, par la cohésion dans l'équipe, tout ce qui est artistique au niveau des goûts, les textures, enfin vraiment tout est dépioté, tout est pris en compte. Ouais, exactement. C'est vraiment c'est ça. Ouais. Et puis alors justement cette pièce que vous avez présentée, elle ressemblait à quoi? On est parti sur le thème du Moulin Rouge et on a voulu représenter des femmes dans toute leur splendeur, voilà, avec leur forme, leur couleur, leur volupté. Alors le but c'est évidemment d'avoir ce titre de champion du monde. Est-ce que ça a un vrai impact d'être champion du monde de la spécialité, ou est-ce que c'est purement honorifique? Je pense que c'est un vrai impact. Après c'est surtout, on va dire, pour soi, quoi. C'est quand même un titre au niveau de la profession, c'est quand même quelque chose de... Voilà, on est champion du monde, c'est pas rien non plus, c'est quand même beau. C'est un rêve. Après c'est un peu accéder à quelque chose... ouais, vraiment... c'est le top, quoi, pour moi, le champion du monde. C'est comme un meilleur ouvrier de France, tous ces gens-là. C'est un rêve de gamin. Donc moi, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Et je pense que ça aussi. Donc alors, il faut savoir que ce concours, une année, c'est le Mondial des Arts Sucrés. Puis l'autre année, c'est une autre compétition qui a lieu à Lyon. J'imagine que vous avez un petit goût d'y revenir, de caresser enfin ce titre. Est-ce que vous serez à Lyon l'an prochain? Non, non, parce que ça prend pas mal de préparation. Nous, on avait déjà une année de préparation derrière, donc, et encore, c'est avec notre temps dans les jours de congé. Sarah, c'était pour ses vacances. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué au niveau du temps de préparation. La Coupe du Monde à Lyon, non, c'est des amis à nous qui vont la passer. Enfin, des connaissances du moins qui nous ont suivis aussi pour le mondial. D'ailleurs, on va les suivre aussi, donc c'est peut-être plus tard, mais pas là. C'est trop de travail. C'est vraiment. Bon, affaire à suivre, hein. Vous, c'était votre 2e participation, vous, votre première. Le sentiment après cette première épreuve, cette première tentative? Beaucoup de surprises, en fait. Je m'attendais pas du tout à ça, vraiment à ce concours, en fait, le déroulement et puis au final les retombées qui sont arrivées juste après ce concours-là. Vraiment très, très agréablement surprise. On verra pour la suite aussi. À refaire peut-être. En tout cas, tout est affaire de goût quand on est chocolatier. Et justement, ces spécialités, elles sont là. Je vous propose qu'on aille voir quand même un petit peu plus ce que vous préparez dans ce laboratoire et ce qui est vendu. Venez avec moi. Alors du labo, on passe directement au magasin, c'est ça la magie de la télévision. Guillaume Bichet et Sarah Victoria, concentrons-nous sur le chocolat, on est devant une magnifique vitrine. C'est quoi vos spécialités ? Alors c'est tout ce qui est... en fait c'est surtout au niveau des ganaches. Donc on a des ganaches noires, des ganaches lait, aromatisées, à base de purée de fruits, donc vraiment assez concentré. On est vraiment sur des goûts assez puissants, donc avec un enrobage très fin, voilà, c'est ça. Sarah Victoria, vous, si vous ne deviez retenir qu'un chocolat de la pâtisserie chocolaterie Guillaume Bichet, ce serait lequel ? Celui à la cacahuète quand même.
Ouais, ça reste mon préféré. À la cacahuète, ben voilà, on est dans la chocolaterie pâtisserie de Guillaume Bichet. Le mieux, c'est de venir goûter ce qui a fait que cet homme est devenu en binôme avec Sarah Victoria, 6e meilleur pâtissier chocolatier au monde, et c'est à Coppet que ça se passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, le débat où il sera question du projet de fusion autour de Roll. Vous le savez, vous pouvez voir en tout temps nos émissions sur notre site internet nrtv.ch ainsi que sur notre page Facebook. Et puis on se quitte avec un extrait du clip de Alice Roosevelt, lauréat du concours organisé en marge des Hivernales, un clip réalisé par May Fatan. Les Hivernales, ça démarre ce soir un peu partout à Nyon. Très belle semaine à vous et à bientôt.